Maltem. Donc, on est une société de services conseils en transformation numérique et innovation, spécialisée dans le développement, la data, la cybersécurité et donc pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'expérience utilisateur et l'agilité. Donc, le groupe a été créé en 2001 et on est présent dans 12 pays différents. Ici, chez Maltem Canada, nous avons plus de 15 nationalités et on recrute environ une quarantaine de personnes par année. Donc, voilà pour la petite introduction. Alors, comment ça va se dérouler aujourd'hui rapidement? Donc, on aura environ 30 minutes d'échange donc entre nos 3 experts qui vont se présenter bientôt. Et ensuite, on aura une période de questions. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent en tête pendant la discussion, n'hésitez pas à les poser sur le chat et on reviendra dessus dès qu'on aura terminé la discussion. Je vais d'abord me présenter. Donc, j'aurai le plaisir aujourd'hui d'être votre animatrice pour cette table ronde. Donc, je m'appelle Caroline de Franciosi, je suis Scrum Master et je vais laisser la parole à mes collègues, nos 3 experts pour se présenter. Donc, Marine, à toi l'honneur. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Marine Piédoux, je suis lead UX chez Maltem. Je suis dans le design d'expérience utilisateur depuis maintenant un peu plus de 8 ans et en tant que lead depuis presque 4 ans maintenant. Voilà. Kimi, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous, moi c'est Kimi Lam, donc coach product owner, donc je travaille dans le product management depuis à peu près 10 ans maintenant. Donc product manager, product owner, lead product owner et coach maintenant. À toi Olivier. Bonjour à tous, donc je suis Olivier Beretti, je suis coach agile et directeur de la pratique agile chez Maltem Canada. Donc j'accompagne les clients de Maltem dans la mise en place de l'agilité. Et précédemment, j'étais en charge de la transformation agile d'une filiale d'une grande banque. Et puis avant ça, j'ai fait plusieurs métiers autour de l'agilité, donc Scrum Master, Product Owner, coach d'équipe, etc. Voilà à peu près pour moi. Merci à tous de vous être présentés. Donc, on va commencer cette table ronde avec une première question à vous tous. Quelles sont les problématiques que vous avez pu rencontrer lorsque vous avez travaillé avec un PO ou vice-versa un UX? Donc, je ne sais pas qui veut peut-être commencer. Marine? Vas-y, Marine. Ou Olivier? Ouais. Oui, si tu veux. Moi, une des premières problématiques que je rencontre, c'est que très souvent, en tant qu'UX, on n'est pas impliqué en fait dès le début sur les projets, notamment dans la définition de la cible. Et ça, c'est une problématique pour nous parce que pour la suite, on fait appel à nous sur le projet pour exécuter les idées de toutes les personnes qui ont travaillé sur la stratégie en amont. Et bien souvent, on nous demande de matérialiser les fonctionnalités que les personnes auront imaginées en amont. C'est-à-dire qu'on va faire appel à nous pour faire du maquettage. Et ça, c'est une problématique pour nous parce qu'on peut apporter beaucoup plus de valeur justement sur les projets. Et puis, ça génère aussi une frustration sur le projet par la suite aussi. Moi, je voulais rebondir là-dessus. C'est effectivement en tant que PO, on a souvent tendance à vouloir prendre la main sur un peu tout ce qui est test utilisateur, un peu le discovery, donc tout le processus qui permet de définir les besoins, les nouvelles fonctionnalités, etc. du produit. Et en fait, la frontière, elle est assez floue dans pas mal d'organisations. Et donc, le rôle du UX, qui est vraiment spécialisé dans cette partie discovery, se chevauche avec la volonté des product owners de vouloir bien définir les prochaines fonctionnalités du produit. Donc ça, c'est un autre problème aussi qui apparaît assez souvent. Je vais rebondir sur ce que vous dites tous les deux. Alors moi, je vais me mettre de l'autre côté, Marine, je vais me mettre du côté des équipes de dev, parce que je suis quand même un ancien développeur. Alors moi, de mon côté, j'ai vu des problèmes principalement en amont et en aval. Alors, ce que j'appelle en amont, ça va être quand, par exemple, l'équipe va récupérer un design qui a été fait dans une autre équipe. Je
pourrais presque même dire une tour d'ivoire, mais le design a été fait sans prendre du tout en compte les contraintes technologiques de l'équipe qui va réaliser le travail derrière. Donc ça peut parfois poser problème. Puis j'ai même vu, je dirais, le pire cas que j'ai rencontré, pour la petite anecdote, c'est une équipe qui a découvert ce qui avait été vendu au client en lisant la presse. Donc, en fait, il y avait des choses qui avaient été vendues par des managers et puis une équipe du UX, là, et puis ils avaient vendu des trucs super vraiment impressionnants, mais l'équipe a découvert que non seulement le design, enfin, en tout cas, les parcours utilisateurs avaient été déjà vendus, mais également la date. Donc voilà, ça peut coincer au démarrage, puis ça peut abîmer l'image du projet, je pense pas mal pour ceux qui vont faire derrière, parce qu'ils sont un peu mis dans le fait accompli. Puis je parlais en amont, puis je parle un petit peu en aval. Il n'y a rien de plus frustrant qu'une équipe qui est sur le point de délivrer, et puis tout d'un coup, il y a un veto qui est mis par quelqu'un d'une autre équipe qui va dire « Ah ben non, c'est pas ce qu'on avait dit, c'est pas la bonne couleur de voiture, c'est pas la bonne police de caractère, etc. » Alors là, je reste très, comment dire, je grossis le trait parce que c'est pas du tout le rôle de l'UX d'aller sur la police de caractère et la couleur de voiture, et je sais, Marine, que tu vas me le dire et tu as totalement raison. Malheureusement, dans mon expérience, j'ai vu des cas où l'UX arrivait en disant « Non mais là, c'est pas possible, là, la voiture, elle peut pas être rouge, il faut qu'elle soit bleue, donc on annule la mise en production. » Donc voilà, des choses comme ça qui sont très frustrantes pour les équipes quand ils se sont démenés pendant plusieurs mois, si tant est qu'ils n'étaient pas en agile, et puis qu'au dernier moment, ils se prennent les pieds dans le tapis à la fin. Voilà pour les frustrations. Parfait. Ben, moi, j'entends là dans tout ce que vous dites là que il y a comme quelque chose de... En fait, j'ai l'impression que je me demande comment est-ce qu'on peut faire pour que les UX et les agilistes se comprennent mieux. Parce que là, dans tout ce que vous dites, en ce moment, je me rends compte que, tu sais, par exemple, toi, Olivier, tu dis, ah, bah, le UX avec ses maquettes, mais finalement, est-ce que c'est au UX de faire des maquettes? Marine parle des développeurs, etc., des PO. Donc, il y a toute une mécompréhension. Donc, est-ce que vous auriez justement une idée sur comment est-ce qu'ils peuvent mieux se comprendre, ces gens-là? Oui, Bah, moi, Ouais, vas-y, Kémy, vas-y. non, mais il y a une première chose peut-être à faire, c'est déjà sensibiliser tous les intervenants, que ce soit de l'équipe ou même de l'équipe élargie, au rôle de chacun, aux responsabilités de chacun, tout simplement, hein. Mieux se connaître, faire au moins une première rencontre ou des ateliers pour cerner les périmètres de chacun. Donc ça, c'est déjà un bon début, je pense, parce que les rôles sont vraiment très spécialisés aussi aujourd'hui. Quand on parle du UX designer, ça peut être très large, ça peut être de la recherche, des animations d'ateliers, d'idéation, de tests utilisateurs. Il y a des UX spécialisés dans la data pour remonter un peu tous les métriques, par exemple, d'usage. Il y a des UX writers. Enfin, c'est vraiment très, très large. Et donc, pour bien connaître les rôles de chacun, voilà, au moins se rencontrer, se parler et se présenter. Ça, c'est un très, très bon début déjà. Ouais, et pour aller au-delà de ce que tu proposes, effectivement, je suis tout à fait d'accord. La première chose, c'est de présenter un peu son rôle aux autres. Notamment, là, tu viens de parler des différents métiers de UX. Je suis sûr qu'il y a très peu de personnes qui ont travaillé dans des équipes agiles qui sont capables de dire aujourd'hui les différents métiers de l'UX ou les différentes spécialités. Au-delà de ça, je pense que c'est pas mal aussi de commencer à partager un vocabulaire commun, parce qu'il y a des terminologies. Alors moi, je parle du côté de l'agilité que je connais mieux, qui sont parfois un peu abscons. Alors on va parler de sprint review, de sprint backlog, de choses comme ça. Les gens vont vous regarder avec des grands yeux, ceux qui ne l'ont jamais fait, par exemple, si on fait du Scrum. Et puis, ce qui est important aussi, c'est peut-être au-delà de comprendre les rôles de chacun, c'est de comprendre comment l'autre travaille. C'est quoi un process de discovery UX, c'est quoi les grandes étapes, par où il faut passer, etc. Et puis, idem, c'est quoi un process Scrum, c'est quoi les grandes étapes, c'est quoi qu'il faut en input, etc. Je pense que ça, c'est important. Et le deuxième point que je voulais amener, idéalement, avoir soit un PO qui maîtrise l'UX, donc ça, alors là, c'est le truc parfait, un PO UX, voilà, soit faire un tandem entre un PO et un UX qui vont travailler à deux
piloter à 2 le produit. Alors bien sûr, on va faire en sorte qu'il ne se marche pas sur les pieds, puis je crois on va discuter de ça après, mais un tandem, d'avoir un PO qui est capable d'avoir quelques notions de UX. Donc là, je commence à introduire la notion de T-shaped, hein, c'est-à-dire le PO, il est sur sa verticalité, il est PO, et puis sur l'horizontale de la barre du T, là, il commence à connaître un petit peu l'UX parce qu'ils travaillent tous les deux en commun, peut-être des formations, des sensibilisations à donner à chacun. Et puis, inversement, un UX qui est sensibilisé à Scrum, si on fait du Scrum, hein, si on fait du Kanban, ça marche aussi, pas de problème, et qui est sensibilisé aux méthodes agiles pour pouvoir avoir vraiment ce tandem de choc qui vont se comprendre et qui vont fonctionner ensemble et collaborer ensemble pour le bien du produit. Moi, j'ajouterais peut-être une chose, Olivier, par rapport à ça. Effectivement, c'est hyper important qu'on connaisse les métiers de chacun et pour pouvoir justement bien se positionner, dans une équipe et que chacun trouve sa place. Après je reviens un peu sur, une des frustrations aussi, c'est que, à vouloir tout faire, on fait un peu «n'importe quoi», je dirais entre guillemets, parce que j'ai déjà vu des PO qui s'improvisaient UX et qui faisaient notamment toute la phase de discovery et de recherche utilisateur et en fait, les résultats de recherche étaient complètement biaisés parce qu'ils étaient orientés justement par rapport aux besoins business et pas forcément aux besoins utilisateurs. Donc ça peut avoir ses avantages, mais ça peut avoir ses inconvénients. Donc dans l'idéal, c'est quand même d'avoir, les profils qui viennent se compléter, mais qui savent, qui connaissent en fait les contraintes de chacun au quotidien. Sinon, pour apporter quand même aussi des solutions, parce qu'il n'y a pas chaque problème a sa solution. Moi, je dirais que une des choses qui, dans ma carrière, j'ai trouvé qui avait beaucoup, beaucoup marché, c'est la co-création. Heu, j'anime des ateliers de co-création avec différentes parties prenantes, sur des projets, que ce soit des personnes, plus orientées business ou des personnes qui sont beaucoup plus orientées techniques, dont des développeurs et je vois vraiment la magie, en fait, de cette façon de travailler parce qu'en l'espace de 2-3 heures, on apporte des solutions à une problématique commune. Ça donne une vision aussi, du produit et des actions de chacun à mener pour la suite du projet et ça permet notamment de lever cette problématique, les UX ne sont pas au courant, des contraintes techniques qu'il peut y avoir. Là, tout le monde est autour d'une table, donc on peut discuter et soulever justement ces points, un peu sensibles, qui sont soit orientés, problématiques techniques ou problématiques business aussi, parce qu'il y a aussi des enjeux business, que l'UX, c'est important qu'ils les connaissent pour pouvoir derrière proposer, des solutions qui soient, adapté justement à tout ce monde-là et derrière, faire un produit qui soit, utile, utilisable et désirable pour l'utilisateur. Kimi, Olivier, est-ce que vous voulez rebondir justement sur ce point de Marine de co-création? Je trouve que c'est super intéressant comme concept. Ouais, sur la co-création, moi je vois deux bonnes pratiques, en tout cas, que j'ai pu voir sur le terrain. En amont, encore une fois, sur la partie discovery, une bonne pratique, c'est d'inviter l'équipe de réalisation, donc les développeurs, les QA, les business analysts, toutes les personnes de réalisation, aux ateliers d'idéation. Donc ça, en fait, ça donne une bonne perspective à l'équipe sur ce qui va arriver et aussi bien comprendre ou mieux comprendre le rôle vraiment de l'UX dans ces ateliers-là et dans la partie discovery. Et de l'autre côté, dans la partie plus en aval sur purement delivery cette fois-ci, proposer dans les cérémonies, par exemple si on est en Scrum, dans des cérémonies telles que le refinement par exemple ou le sprint planning, convier et proposer aux UX de venir présenter les sujets pour avoir un point de vue un peu plus technique de faisabilité, de complexité. Et donc, en fait, ça crée une émulsion en fait, de toute l'équipe pour travailler sur le même produit et un peu se projeter sur les prochaines étapes. Donc ça, c'est des bonnes pratiques et ça fonctionne bien en fait. Olivier, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, écoute, non, on se rejoint 100%. Je vais pas essayer de redire ce que tu dis, mais pour être un peu précis, là, enfin peut-être sur le début,
Vous savez, quand on fait tout ce qui est design sprint, ou si on n'est pas sur du design sprint, on est sur du lean startup, ou si on est juste sur des ateliers de création, c'est le moment où il faut surtout pas le faire en chambre, dans son coin, dans sa tour d'ivoire, et puis faire une coupure entre, puis on la voit très souvent et on la voit dans des entreprises partout, on a vraiment une coupure entre le business et puis son équipe UX, et puis derrière l'équipe TI avec son PO, qui est en fait une sorte souvent de proxy PO-ish, quoi, ou de PO TI, quoi. Et là, on perd tout, on perd toute la dynamique du projet. Ce qu'il faut absolument veiller à faire, c'est d'intégrer même aussi quelques développeurs clés dans ces ateliers, ne serait-ce que pour qu'ils puissent commencer à se projeter sur la faisabilité ou même proposer des alternatives, parce qu'il y a un truc qui doit parler à pas mal de personnes s'il y a des agilistes autour de la table. On dit, quand on rédige une user story, ne sois pas trop détaillé dans le détail de ta solution. Ne dis pas dire qu'il faut mettre un bouton ici avec laisse le développeur rester créatif. Je pense que c'est pareil à ce niveau-là, au niveau amont, quand on est en train de designer les solutions, laisser aussi les développeurs amener des solutions qu'ils auraient pu voir ailleurs, des bonnes pratiques qu'ils auraient pu voir ailleurs, sachant qu'eux, ils ont la maîtrise de ce qui est faisable facilement, rapidement, etc. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir la voix du développeur dans ces ateliers. Alors bien sûr, on ne dit pas d'inviter toute l'équipe forcément à tous les ateliers, mais peut-être de faire tourner un peu les développeurs là-dessus. Le PO, c'est très important qu'il soit là, parce que si l'objectif, je dirais, c'est vraiment que la vision produit, puisque là on parle de la vision produit dans cette période-là, soit co-construite par le PO et par l'UX. Et comme l'a dit Marine, et puis je terminerai là-dessus, Marine, elle parlait de utilisable, désirable, etc. Le PO, lui, va parler de rentabilité. Les deux angles, les deux visions doivent ensemble s'harmoniser pour créer la vision produit. Et on a trop tendance à ne considérer que l'une ou que l'autre, c'est-à-dire avoir soit une vision que de la désirabilité, l'utilisabilité, etc., qui est fait pour l'utilisateur, vraiment, qui est centré utilisateur, mais derrière au détriment de la rentabilité, soit l'inverse, une vision qui est très business-driven, qui est rentabilité, mais derrière, oui, mais aucun des utilisateurs ne veut utiliser le produit. Donc voilà l'importance de faire ça conjointement, je dirais. Okay. Là, on a beaucoup parlé justement de tout ce qui se passe en amont, donc peut-être en début de produit, début de projet, justement tout l'aspect discovery dans le fond. Mais comment vous les voyez collaborer après ça, donc dans le pendant qu'est-ce que vous voyez qui serait possible en termes de collaboration dès que le produit est lancé, le projet est lancé, comment est-ce que ça se concrétise après tout ça? Peut-être Marine, tu veux te lancer là-dedans? Déjà, il y aurait cette notion de se dire que nous, en tant qu'UX, on a besoin d'avoir un coup d'avance en fait par rapport au développement. Donc c'est hyper important. Alors après, c'est à voir justement avec l'organisation de l'équipe, avec toutes les parties prenantes, se demander ça serait quoi le bon timing de livraison pour la partie UX, pour qu'après ça vienne alimenter justement le sprint des développeurs. Moi, je dirais que dans les usages, dans ce que j'ai pu expérimenter en entreprise, l'idéal, ce serait d'avoir, nous, UX, au moins 2 semaines d'avance sur le sprint. Ça, c'est vraiment l'idéal. Après, si on peut avoir un peu plus, c'est mieux. Comme ça, on peut vraiment creuser, notamment quand on a une phase de recherche utilisateur, on peut creuser les choses. Mais voilà, moi, ça serait la recommandation que je dirais, c'est que l'UX, en fait, il a un temps d'avance sur la phase de développement. Et s'il y a un UI, c'est pareil. Il faut que le UI ait aussi son temps d'avance sur le développement. Donc, c'est pour ça que je dis que ça dépend vraiment de la structuration de l'équipe et l'organisation se fera vraiment au cas par cas, en interne. Ouais, et j'aime beaucoup ce que tu amènes, Marine, en disant que l'exploratoire, donc on va appeler ça le discovery, arrive avant le delivery. Puis en fait, le discovery, moi je le vois, après je suis pas un expert UX, mais je le vois comme un cycle. C'est pareil avec de l'amélioration continue finalement. On fait des hypothèses, on les valide, non, elle n'est pas bonne, on recommence, etc. Puis c'est un cycle qui va se faire un petit peu en amont du cycle du delivery qui marche pareil. Il y a un truc aussi, c'est que pour moi, le delivery doit réalimenter le discovery, parce que finalement, les résultats, le feedback qu'on va avoir des utilisateurs une fois qu'on aura présenté, alors soit en démo, si on a de la chance d'avoir des utilisateurs finaux,
soit si on n'a pas la chance, une fois que c'est en production, si on est sur des cycles rapides, idéalement toutes les 2-3 semaines, quoi. Ces feedbacks des utilisateurs, à travers de la mesure, mais à travers aussi des enquêtes et des choses comme ça, vont pouvoir réalimenter le discovery. Il y a vraiment 2 cycles qui s'imbriquent, et avec le discovery qui doit être toujours un petit peu en avance par rapport au delivery. Et puis, il y a un truc qui me semble primordial là-dedans, et encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut que les développeurs soient impliqués dans le discovery. Impliqués dans le discovery, moi, je me rappelle, dans ma carrière, les moments qui ont été les plus forts en termes de réalisation de fonctionnalités clés, c'est les moments où les développeurs allaient voir derrière l'épaule de l'utilisateur comment il l'utilisait. C'est le fait de se rendre compte que, ah d'accord, donc l'écran que j'ai développé comme ça, en fait, tu l'utilises comme ça, mais je n'avais pas vu ça, mais en fait, ça me donne plein d'idées. C'est là qu'on y arrive. Donc, inviter les développeurs, le PO, ça coule de source, mais les développeurs, de temps en temps, aux recherches utilisateurs, et surtout, les résultats du discovery, qui ne sont pas forcément toujours des prototypes, ça peut être des résultats de recherche, des validations d'hypothèses, doivent impérativement être présentés aux développeurs. Donc, ça doit faire partie intégrante, je dirais, quelque part, des rituels qu'on a dans l'équipe de dev. Peut-être Kémy, je te passe la main si tu veux compléter. Ouais, je compléterai de façon très opérationnelle, hein, au quotidien. C'est vrai que, par exemple, si on est beaucoup à utiliser Jira, imaginons qu'on utilise Jira, une bonne chose, c'est d'avoir deux tableaux, 2 boards dans Jira pour toute l'équipe. Donc, un board dédié au discovery. Donc, on mettrait vraiment tous les nouveaux sujets sur lesquels des études sont nécessaires, des approfondissements, etc. Et un board dédié à l'équipe de réalisation, hein, le Scrum Board, où on aura vraiment le backlog avec tous les récits, tous les développements à réaliser. Et en fait, ça, depuis le début, on dit ça, hein, tout tourne autour de la communication, un peu de la transparence entre les membres de l'équipe. Et donc là, c'est un exemple très concret et applicable même, d'avoir 2 boards sur Jira. On a la vision de jusqu'à X mois à venir sur les prochains sujets. Et qu'est-ce qui est en train de se faire aussi là actuellement sur le sprint en cours. Voilà, donc ça donne, on se répète, hein, mais ça donne une visibilité vraiment complète à tout le monde, quel que soit son rôle. Et donc ça c'est vraiment, vraiment important. Voilà, je fais le tour. Donc, un seul backlog, ce que tu vois, c'est un seul backlog commun avec des choses qui partent du delivery, du discovery, mais peut-être 2 visions un peu Kanban, comme on a l'habitude de faire, 2 boards, une partie plus sur ce qui vient avant, un peu comme dans le Scrum, on a l'habitude de mettre le raffinement avant et puis de mettre des étapes de raffinement, et puis souvent, ça, on le gère un peu en Kanban. Un peu pareil, mais sur la partie discovery, c'est ça tu proposes? Ouais, c'est ça. Super. Est-ce que il nous reste peut-être une intervention? Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose avant qu'on passe à la conclusion? Il y a un truc, oui, si je puis me permettre, il y a un truc dont Vas-y. on n'a pas parlé, c'est briser les silos. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même en tout cas, on rencontre chez nos clients beaucoup d'organisations où les UX sont dans une équipe séparée de la partie TI, de la partie delivery, etc. Alors, bien sûr, les UX ne travaillent pas que pour les TI. UX, c'est beaucoup plus large que ça, mais on reste dans le cadre d'un produit numérique. Il faut au maximum briser ces silos, faire en sorte que les UX travaillent dans les équipes. Alors, je sais qu'un UX, ça peut coûter cher, hein, en marine, non, je plaisante. Un UX, on ne pourra pas forcément avoir un UX par équipe de dev, ça va être difficile potentiellement. On peut partager le temps de UX entre 2 équipes, c'est faisable. Il faut un petit peu je dirais, de pratique, se mettre d'accord, par exemple se dire les lundis, mardis, Marine est disponible pour l'équipe A, puis les jeudis, vendredis, elle est disponible pour l'équipe B, puis le mercredi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille avec sa communauté de confrères UX pour s'assurer, puis là j'ai introduit un autre truc, j'ai introduit les communautés de pratique, pour s'assurer que l'expérience utilisateur globale fournie par les services de l'entreprise est homogène, et puis que de l'entraide soit favorisée entre les UX.
Mais là, ce qu'on veut, c'est absolument casser les silos, avoir des UX qui sont intégrés au delivery. Ça ne serait pas non plus aberrant d'avoir un UX qui, pendant le sprint, répond aux questions des développeurs, comme le fait le PO aujourd'hui avec les développeurs. C'est absolument pas aberrant. D'ailleurs, je l'ai déjà vu faire, ça marche même très, très bien. Il donne des conseils, etc. Et encore une fois, ça permettra d'avoir des objectifs communs UX qui sont plus orientés, tu l'as dit Marine, sur tout ce qui est utilisabilité, désirabilité, utilité, et rentabilité qui est représentée plus par le volet PO. Et là, en travaillant dans la même équipe, ça force quelque part à avoir ces objectifs communs également. Voilà, je pense que c'est important. Ouais, et je rajoutais encore une chose, dans le fait de briser les silos. Donc on parlait tout à l'heure de la co-création, ça en fait partie aussi, du fait de briser les silos. Et je réinsiste encore sur cette notion que l'UX, c'est hyper important qu'il travaille vraiment en tandem avec le PO. Pour voilà, avoir la même vision et les mêmes objectifs pour amener le produit à terme pour les utilisateurs et puis pour un meilleur travail des équipes. Justement, je pense que ça va te permettre d'introduire Caro pour la Oui, suite. c'est parfait, exactement. Donc en fait, on en a pas mal parlé, mais c'est vrai qu'on a toujours des problèmes de savoir le PO il fait quoi versus le UX il fait quoi. Donc en fait, on vous a créé un petit RACI que Marine va vous présenter rapidement et on va vous l'envoyer, donc vous aurez accès à ça. Donc on va pas super bien. C'est un petit peu petit. Mais en gros, on va vous l'envoyer sur le chat, ne vous inquiétez pas. Marine, vas-y, je te laisse expliquer rapidement. Ah, mon micro était coupé, désolée. Exact, on va vous le partager juste après. Donc en fait, on a travaillé tous ensemble sur les rôles et responsabilités du UX et du PO. Et on a décortiqué un peu les différentes tâches qu'on peut effectuer au moment de la conception d'un nouveau produit, d'un nouveau service. Et on a essayé de définir qui avait le rôle pour effectuer, exécuter en fait la tâche définie, qui avait la responsabilité finale, qui est-ce qui allait prendre les décisions par rapport à cette tâche, à qui on va demander conseil avant de faire quelque chose et qui va être informé aux besoins à un moment donné des résultats et autres. Donc, par exemple, quand on est sur la phase de définition des proto-personas et des parcours utilisateurs, ça reste l'UX designer qui va effectuer les tâches et qui va aussi avoir la responsabilité de la bonne exécution et la responsabilité des décisions sur cette phase-là. Par contre, le PO, lui, il va vraiment être engagé là-dessus. On va lui demander conseil aussi avant d'exécuter ses tâches pour voir si ça s'arrime bien justement avec les objectifs business, par exemple. Donc voilà, je vais vous mettre juste après dans le chat cette feuille ce découpage des rôles et des responsabilités. Bien entendu, ce n'est pas gravé dans le marbre. Comme je disais tout à l'heure, il faut faire aussi par rapport à son contexte. Donc, on vous invite vivement à retravailler ça et ça peut être justement une des solutions qu'on peut vous proposer pour que un UX et un PO travaillent mieux ensemble. C'est en début de projet, pourquoi pas faire un petit atelier ensemble où ils vont définir justement mon rôle sur ce projet, je le verrai plus comme ça, ma responsabilité comme ça. Est-ce que ça te dit qu'on travaille en binôme de cette façon? Donc, vous pouvez vous inspirer de cet outil-là et créer le vôtre que vous pouvez diffuser aussi auprès de vos équipes. Comme ça, dès qu'il y a une question qui s'en vient, ça leur permet de pouvoir solliciter aussi la bonne personne au bon moment. Super. Merci Marine, c'est super. Donc je pense qu'Aurélie vient d'envoyer dans le chat ou elle va l'envoyer. En tout cas, vous allez le recevoir, vous inquiétez pas. Je voulais faire, avant qu'on passe aux questions, une petite conclusion rapide, donc faire un rappel des points qui ont été discutés. Ça va peut-être vous permettre aussi de réfléchir à vos questions si vous en avez. Donc, au niveau pour améliorer cette collaboration PO-UX, on a pensé à plusieurs solutions. La première, c'est la sensibilisation au métier de l'autre. Donc ça, c'est super important. Donc, le UX comprenne mieux le métier du PO et que le PO comprenne mieux le métier du UX. L'aspect donc co-création UX-PO, dès le début,
du projet ou du produit, mais aussi tout au long du cycle du produit ou du projet. Le fait que l'UX doit avoir un temps d'avance sur le développement, donc c'est toujours apprécié. Aussi, idéalement, que les UX travaillent dans la même équipe et collaborent au jour le jour avec l'équipe de réalisation. Ça, donc on avait aussi donc des sous-solutions à ça qui sont super importantes. On a parlé du backlog commun Discovery Delivery, donc ça c'est pour la collaboration au jour le jour, c'est toujours super important. Faire participer les développeurs et les PO au discovery et l'UX au delivery, donc c'est un peu ce qu'on disait. Veiller à toujours faire les restitutions des recherches utilisateurs à l'équipe de réalisation. Donc ça, c'est le fait d'inviter le PO, que l'UX invite le PO pendant la recherche utilisateur et ou les développeurs pour qu'il y ait une meilleure compréhension du besoin utilisateur du côté de l'équipe agile. Et puis, donc c'est ce qu'on vous a présenté à la fin, clarifier les rôles et responsabilités entre le PO et le UX en début de projet, donc avec un atelier RACI ou n'importe quoi. Et c'est ça on va vous partager là sur le chat et que vous pourrez vous utiliser comme base pour faire vos ateliers. Donc, merci à tous. Merci à nos experts, Marine, Kémy, Olivier, pour vos super idées sur la collaboration. Je vois une première question. Donc, c'est Christelle. Christelle, est-ce que tu veux poser ta question? Je peux. Je ne savais pas calculer ça. OK. Bonjour tout le monde. Merci pour la discussion. C'est vraiment très, très, très intéressant. Et puis, c'est vraiment au cœur d'une réflexion qu'on a dans notre entreprise. En fait, c'est une des questions que je me pose depuis le début que je fais du Agile. Pourquoi est-ce que les UX ne pointent pas leur récit? Et est-ce qu'ils devraient pointer leur récit dans les étapes post-discovery, en fait, où est-ce que là, vraiment, on est en sprint et puis on commence à faire rouler la machine. On n'a jamais impliqué les UX dans l'évaluation des récits et je me pose la question, je vous la pose, est-ce qu'ils devraient? Alors, tu veux que je réponde? Ouais. Je peux répondre. Bon, vas-y, Kim. Je peux commencer, on va dire. C'est vrai que dans les faits, moi, j'ai jamais vu des UX pointer les récits. Ça se fait pas. Je pense que ça s'explique essentiellement sur le fait que les travaux des UX se fait vraiment en amont et c'est comme une proposition à l'équipe de réalisation. Et donc, ce qu'on pointe, c'est vraiment la complexité de réalisation uniquement. Et par contre, ça n'empêche pas que les UX assistent au poker planning ou à toutes les cérémonies. Ça, c'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est bien que tout le monde y participe pour avoir la vision d'ensemble. Je pense pas que ce soit nécessaire de mon point de vue. Okay. Je vais compléter. Ouais. Non, je vais compléter ce que tu dis. En fait, pour moi, il est au même niveau que le PO et j'aurais envie de te répondre, pardon, pour la même raison que le PO ne pointe pas les stories, l'UX ne pointe pas les stories. Mais les stories, je parle de user story, je parle des vrais, c'est-à-dire les choses qui vont être développées par les développeurs derrière. Maintenant, la façon dont l'UX définit ses tâches et découpe ses tâches et les met dans le backlog, si là, il veut les pointer, pourquoi pas? Et s'engager et faire un process de Scrum, lui, de son côté, et puis participer au sprint, mais lui, avec ses propres tâches, il n'y a que lui qui peut le faire. Et ça, je ne vois pas de raisons pour lesquelles il ne faudrait pas le faire. Généralement, l'UX, c'est vrai, moi, ce que j'ai vu travailler un peu comme le PO, c'est plutôt sur un système Kanban, donc où il n'y a pas forcément d'estimation de pointage, mais où si on veut être capable de mieux gérer entre combien de temps il nous faut, elle l'avait dit Marina, entre le discovery et le delivery. Tu sais, elle parlait de 2 semaines, grosso modo, la durée d'un sprint. Mais pour ça, il faut prendre en compte quel est le débit en fait des tâches de l'UX. Et là, moi, mon conseil, puis tu sais, il faudrait essayer, ça serait d'aller vers du Kanban et de mesurer le débit des tâches que fait l'UX. Plutôt comme ça. Ouais. OK.
Parce que j'essaie de trouver un moyen où est-ce que où est-ce qu'on fait participer le UX de manière tangible au succès de la livraison. Parce que de rester en amont, de nourrir, oui, la vision, d'amener un peu la définition de produit, etc., ça va, mais il faut quand même qu'il y ait ce lien avec la réalisation et la livraison, ce besoin de rester responsabilisé aussi à ce niveau-là. Puis je pense que c'est pour ça que j'amène le point, est-ce qu'on devrait nous aussi pointer, c'est que dans le fond, on aurait cette préoccupation-là pour la faisabilité technique qui est au cœur finalement souvent on va dire des litiges, là, sans employer un mot trop fort, là. Alors, je ne sais pas, mais j'aime bien l'idée du Kanban, où est-ce que tu peux à ce moment-là avoir une mesure de la progression et voir un peu ton rythme de progression, c'est pas mal. Okay. Moi, je sais pour compléter que avec deux autres entreprises pour lesquelles j'avais travaillé avant, je participais au planning poker, justement. Et mes tâches, elles étaient incluses, en fait, Okay. comme les autres, comme les développeurs. Et je venais aussi donner ma note par rapport à la difficulté de ma tâche. Et ça permettait aussi aux développeurs de se dire « Ah ouais, en fait, ça, je pensais que tu allais mettre moins de temps à le faire. » Je fais « Bah ouais, mais non. » Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est vraiment une question intéressante. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Non, pas de question. Juste pour compléter un petit peu ce qu'on Ouais, vient de dire, vas-y, Olivier. très rapide, puis tu sais, je parle toujours, je suis désolé, c'est horrible. En fait, je sais pas à quel point l'UX chez toi, Christelle, il est impliqué dans la partie delivery, mais tu vois, le PO, c'est pareil, le PO, il pointe pas des stories. Pourtant, moi, j'ai souvent entendu des équipes qui disaient oui, le PO, il est goulet d'étranglement pour valider, etc., etc. Et du coup, si on ne livre pas, c'est à cause du PO. J'ai vu ça plusieurs fois, honnêtement. Et puis après, en creusant un peu en rétrospective, le PO, on lui livre tout le vendredi, puis on s'attend à ce qu'il valide tout le vendredi, juste avant la démo, quoi. Donc bon, il y a plein de choses comme ça. Déjà, se poser la question de savoir si le PO, c'est vraiment le validateur, et puis si on ne ferait pas mieux de mettre des critères d'acceptation dans les user stories, etc. Et puis moi, j'irais même au-delà, je dirais, pourquoi ne pas faire participer l'UX à la definition of done en intégrant des éléments UX dedans, puis mettre dans les critères d'acceptation aussi des éléments du UX et le faire participer aussi à ça. Ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est pour la partie, pour que les développeurs soient de plus en plus, je dirais, autonomes, et puis que lui, il comprenne mieux l'UX, le delivery, qu'est-ce que ça implique, etc. Et puis après, je dirais, il faut que l'UX soit disponible pendant le sprint pour répondre aux questions des développeurs, ne serait-ce qu'un développeur qui veut lui montrer quelque chose parce que techniquement, il ne s'est pas rendu compte, mais c'est compliqué, donc il a proposé quelque chose d'un peu dégradé. Qu'en pense l'UX? Voilà, qui soit au cœur de l'activité, au cœur de l'équipe, qui soit disponible comme le PO, qui puisse se rendre disponible. Nous, ce qu'on a mis en place à la CDPQ, c'est ça, c'est justement pendant le sprint, les designers UI sont toujours disponibles en ce qu'on appelle en soutien au développement. Super. Parce qu'on sait qu'il y a toujours ce qu'on appelle du last mile of design qui doit arriver. Donc, à partir du moment où un développeur est face à une décision de design à prendre parce que les spécifications sont incomplètes, puis parce qu'il y a toujours des edge cases qui arrivent à un moment donné, ben là, soit il se retourne vers le designer UI qui est là, qui peut l'accompagner, entourer, soit ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est justement une formation pour les développeurs et PO et concepteurs logiciels pour qu'ils soient en mesure eux-mêmes de prendre des décisions éclairées. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, par exemple, ça peut être juste de dire il manque un message d'erreur, comment rédiger un bon message d'erreur? Bon, ben, je suis équipée, je le sais, je le fais. Donc, c'est ce genre de choses-là. Mais l'accompagnement pendant le développement en sprint, il est nécessaire parce qu'il y a toujours des petites décisions dernière minute qui doivent se prendre tout le temps. Super, bah, c'est top, dis donc. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Malika qui écrit « Autre piste pour la question de Christelle, aider à préparer la revue pour qu'elle soit encore plus proche de l'expérience utilisateur. » C'est super, c'est une très bonne Génial, idée. Malika, comme d'hab. Merci, Malika. Très pertinent.
Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être terminer ça là. Merci beaucoup à tous pour votre participation et aux personnes qui ont posé des questions. C'était vraiment intéressant comme discussion. Donc, merci à tous. Aurélie, je ne sais pas si tu as d'autres choses de ton côté, mais sinon, bon lunch et bon après-midi. Les questions pour lesquelles... Christine Simard, oui, tout à fait. La rencontre est enregistrée. Elle sera partagée sous peu sur notre page LinkedIn. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à liker notre page et vous allez avoir le post d'ici la fin de la semaine avec l'enregistrement. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Merci à nos experts pour ce contenu vraiment très riche. Et puis, effectivement, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné pendant ce panel. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bye Au revoir. bye. Bye. Bye.